La richesse du patrimoine architectural blésois a tendance à faire oublier les profonds stigmates infligés à la ville durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a 80 ans, jour pour jour, la cité et ses habitants faisaient face à une vague de bombardements menés par les forces allemandes. À l'issue de ces attaques, le 21 juin 1940, Blois compte 6 hectares de ruines et plus de 5000 personnes sinistrées. En mémoire de cet épisode tragique, nous vous proposons de revivre jour après jour les événements de cette semaine historique. Nous sommes le vendredi 14 juin 1940, il est 23h. L'air grave, des agents municipaux placardent une affiche manuscrite à l'entrée de la mairie. Ce libellé confirme les angoisses des derniers jours. L'ordre est donné d'évacuer immédiatement les plus de 13 ans et les hommes mobilisables. La nouvelle se propage dans la confusion et des rumeurs contradictoires circulent. Des familles blésoises se mêlent alors aux centaines de réfugiés qui affluent depuis plusieurs jours. Tous se précipitent vers l'entrée du pont Jacques-Gabriel, avec une seule idée en tête: progresser vers le sud pour fuir l'avancée allemande. Certains habitants ont toutefois choisi de rester, ou du moins de retarder leur départ. Le samedi 15 juin, à 2h du matin, ils sont réveillés en sursaut par le vacarme des projectiles qui s'abattent sur la ville. Ces premiers bombardements aériens ciblent la ligne de chemin de fer. Si la gare est épargnée, des bâtiments voisins sont touchés, ainsi que le cimetière. On ne déplore cependant aucune perte humaine. Après cette nuit d'angoisse, l'évacuation s'accélère. Une suite ininterrompue de voitures, pour la plupart venues d'Orléans, forme des embouteillages inédits dans la ville et il faut plusieurs heures pour franchir le pont. Le 16 juin, à l'aube, les Blésois sont à nouveau tirés du lit par les sifflements et les éclatements de bombes. 9 avions allemands mènent cette deuxième offensive aérienne. Les tirs de l'escadrille font d'importants dégâts. Rue Robert-Houdin, la maison du député-maire M. Laurence tombe sous l'impact d'un projectile. L'élu décédera de ses blessures quelques heures plus tard. Non loin de là, les vitraux de l'église Saint-Nicolas sont réduits en miettes. Les points de chute touchent également la place Louis XII, le faubourg de Vienne, la place Saint-Louis et le Carmel. Le chaos dévore la ville. À 11h30, Blois subit une nouvelle attaque d'envergure, menée par 17 avions. La gare est à son tour sérieusement bombardée, alors que des trains de réfugiés sont taqués. Les soignants mobilisés au poste de secours de la Bourse du Travail, délocalisés ensuite à la gare des tramways électriques en Vienne, tentent de sauver ceux qui peuvent l'être. 3 infirmières, mesdames Mallet, Foucard et Dussoulier, accompagnées de leurs auxiliaires, sillonnent la ville à la recherche de blessés. Au château aussi, on s'organise. Le gardien des lieux, M. Guignard, aménage les caves du monument pour s'y réfugier avec sa famille, et une dizaine de personnes venues lui demander asile. Les heures passent et la question du ravitaillement commence à se poser. Les habitants les plus téméraires sortent de leur cachette à la recherche de vivres. Par chance, de nombreux commerçants ont fui la ville, laissant derrière eux des boutiques bien achalandées. Rue Porte-Chartraine, un boucher est parti sans fermer sa porte et fait le bonheur des Blésois en mal de provisions. Si les humains ont déserté les rues, quelques promeneurs inhabituels ont fait leur apparition. Ici et là, des poules, des lapins ou encore des perruches arpentent la ville. Avenue du docteur Jean Légret, qui s'appelait encore l'avenue Victor Hugo, on croise même un éléphant paisiblement occupé à manger les feuilles des marronniers. Le mastodonte s'est échappé de la cour de la gare où il était parqué. Il attendait la formation d'un train destiné à évacuer les animaux du cirque Hamar qui résidaient au Métairie, en Vienne. Pendant ce temps, les troupes allemandes se rapprochent dangereusement de la ville. La nuit du 16 au 17 juin est épargnée par les bombardements, mais le grondement lointain des canons qui attaquent Orléans redouble l'angoisse des Blésois. Leurs craintes sont confirmées le lendemain à 14h, quand une vague d'attaques aériennes frappe à nouveau la cité. L'hôtel de ville
atteint par 2 bombes, est en flammes. Un peu partout, des incendies se sont déclarés et s'étendent à cause des vents violents qui soufflent en ce mois de juin. La ville est noyée dans des nuages de fumée et de poussière, provoqués par le fracas des immeubles qui s'écroulent. L'étau se resserre pour les unités françaises chargées d'assurer la défense de Blois. Les éléments du 52e régional et du GRDI 125, positionnés sur les hauteurs de la ville, se replient sur la rive gauche. Il faut à tout prix verrouiller le passage du pont. Ils sont épaulés dans leur mission par les soldats du 8e tirailleur tunisien, du 4e Zouave, du 91e Dragon porté et du 12e groupe de reconnaissance de corps armés. La confrontation fatidique survient le 18 juin à 11h10. Les Allemands, guidés par 2 motocyclistes, se présentent au dos d'âne du pont face aux militaires français. À cet instant, une déflagration assourdissante fait sauter la 2e arche du monument, côté sud. Les Français, qui avaient miné le pont, profitent de la confusion soudaine pour passer à l'action, armés de mitrailleuses et de canons. Positionnés à l'abri des parapets des quais, les troupes échangent des tirs nourris. La résistance de Blois commence. Ce soir-là, dans un studio de la BBC à Londres, le général de Gaulle enregistre son appel historique, diffusé sur les ondes françaises à 22h. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Ce message venu d'outre-Manche engage les Français à résister, malgré la défaite qui s'annonce. Blois vit en effet ses dernières heures de liberté. À 19h, le plus gros des troupes allemandes pénètre dans la ville par la route de Vendôme et l'avenue de Châteaudun. Monsieur Guignard, le gardien du château, assiste impuissant à l'installation des nazis dans l'aile Gaston d'Orléans et sur les terrasses. Au matin du mercredi 19 juin, les tirs d'artillerie et de mitrailleuses ricochent de la rive droite à la rive gauche. Après plusieurs jours de résistance acharnée, les troupes françaises sont à court de munitions. Une partie des hommes est fait prisonnier par les nazis, qui, motivés par leurs idéaux racistes, fusillent 6 soldats coloniaux. Ils seront inhumés par les habitants dans le cimetière de Vienne. Les archives municipales de Blois conservent un talisman porté en sautoir par l'un des soldats inconnus. Le 20 juin, seuls 150 hommes du 12e GRCA assurent encore la défense de la rive gauche. Ils sont contraints d'abandonner leur position pour se replier sur Montrichard. 2 jours auparavant, les nazis avaient en effet investi Romorantin en traversant la Loire depuis Beaugency et menacé d'encercler les forces encore présentes à Blois. La ville vient donc de tomber aux mains de l'ennemi. Si les combats ont cessé, la paix n'est pas revenue à Blois, toujours en proie aux flammes. Monsieur Guignard, accompagné de Monsieur Lafarge, un ingénieur électricien, et du jeune Martial Boucher, entreprennent une tournée pour suivre la progression des incendies. Des îlots, rue du Commerce, rue Denis Papin et rue du Poids au Roi sont en feu, de même que la place Louis XII. Les 3 hommes parviennent à transporter une motopompe qu'ils alimentent à partir de la fontaine de la place. Malgré les efforts déployés, ils ne réussissent pas à maîtriser les flammes. Les incendies en cours autour du château inquiètent profondément son gardien. Pour limiter la propagation du feu, M. Guignard demande aux Allemands l'autorisation de dynamiter certaines constructions, dans le but d'étouffer l'incendie grâce aux éboulis. 2 hôtels datant de la Renaissance, les hôtels d'Amboise et d'Épernon, sont ainsi sacrifiés au grand désarroi des Blésois présents. Tandis que les habitants pleurent les dommages infligés à leur ville, les troupes savourent allègrement leur victoire. Les soldats défilent fièrement dans les rues et placardent déjà des affiches de propagande. Le samedi 22 juin, la débâcle française est définitivement actée. À la forêt de Compiègne, l'état-major français signe l'armistice qui établit les conditions de l'occupation de la France par l'Allemagne. Ce traité met ainsi fin, provisoirement, aux hostilités. À Blois comme ailleurs, les Français organisent la reconstruction du pays sous le contrôle sévère de l'occupant. Nombreux nourrissent l'espoir de voir le pays un jour libéré. Mais
c'est une autre histoire. Depuis la signature de l'armistice le 22 juin 1940, les troupes allemandes stationnent au nord de la ligne de démarcation. Blois, qui se situe à seulement 40 km de la zone dite libre, est désormais une ville occupée. La commandanture a posé ses quartiers aux 3 rues Porte-Côté et administre le territoire blésois d'une main de fer. C'est sans compter le maire Henri de Russy. L'élu veille à l'intérêt des habitants et organise notamment le relogement des nombreuses familles devenues sans abri à la suite des bombardements. Témoin direct des injustices commises par l'occupant, il bascule dans la résistance. Son engagement vaudra à l'ancien poilu d'être arrêté, puis interné à Orléans. Libéré en avril 1944, il a le bonheur de voir sa ville à nouveau libre, avant de décéder quelques mois plus tard d'une crise d'urémie. Les témoignages photographiques de l'occupation sont rares. Les nazis interdisaient en effet aux habitants de les prendre en photo. Certains bravent néanmoins l'interdit, à l'instar de M. Bled. Dissimulé derrière la fenêtre de son bureau, rue Haute, il capture discrètement l'image de soldats en route pour le cinéma de la ville. Pour se représenter le quotidien des Blésois et des Blésoises à cette époque, il faut se rendre au centre de la résistance, de la déportation et de la mémoire, situé place Victor Hugo. Cet espace mémoriel expose des objets hérités de l'occupation et de la libération de Blois. Cartes de rationnement, appareils relevant du système D, journaux clandestins ou panneaux de signalisation en langue allemande témoignent de l'oppression subie durant ces années sombres. L'histoire de la déportation y trouve aussi sa place. Le centre conserve notamment de précieux accessoires ramenés du camp de Buchenwald par le déporté politique Eugène Chesneau. Le CRDM retrace par ailleurs le destin des milliers de résistants du Loir-et-Cher qui luttèrent avec bravoure, sacrifiant parfois leur vie, dans l'espoir de voir un jour la France libérée. Après 4 années d'occupation, cet horizon semble enfin atteignable. La nouvelle du débarquement allié sur les plages normandes le 6 juin 1944 fait souffler un vent d'optimisme parmi les résistants blésois. Grâce à des graffitis, ces derniers enjoignent la population à se préparer aux futurs affrontements. L'heure de la libération approche. Le 8 juillet, le parachutage de Clénor, annoncé par le message « Peu de menthe, assez de citron », délivre 16 tonnes d'armes et de munitions. 80 maquisards sont présents sur le terrain pour réceptionner et cacher le matériel. Les lignes téléphoniques et électriques sont sabotées, les routes et voies ferrées minées. Face à la multiplication des embuscades, les services de la Gestapo évacuent les villas Cavalier et des Tilleuls qu'ils occupaient rue Augustin-Thierry. Si une partie des soldats quitte la ville pour ralentir la progression des Alliés à l'ouest, les nazis conservent leur position blésoise et entendent bien les défendre. Le soir du 9 août, des gendarmes escortent des détenus jusqu'à la prison de la ville. Le groupe passe le poste de surveillance et pénètre l'enceinte du bâtiment. La ruse a fonctionné. Tel le cheval de Troie d'Ulysse, le résistant Godino et ses camarades révèlent leur vrai visage et neutralisent les agents pénitentiaires récalcitrants. Au petit matin, ils achèvent de libérer les 183 prisonniers politiques en attente d'être transférés vers des camps de concentration ou d'exécution. Tandis que les maquisards mènent cette évasion avec succès, les Américains progressent vers l'est. Le 166e Engineer Combat Battalion, qui compte 600 soldats et près de 80 véhicules, se présente à l'entrée de Blois le 15 août, avec pour mission de couper le pont Jacques-Gabriel, qui est alors un point de franchissement stratégique. Les troupes US se heurtent rapidement aux défenses allemandes, qui les contraignent à rebrousser chemin par Herbault et Vendôme.
Les soldats Henri Trajanowski, Karl Russo et le résistant Bernard Mazille périssent au cours de l'affrontement. À la suite de ce revers, les Boys décident de concentrer leurs efforts sur la prise d'Orléans. Les résistants blésois ne pourront donc compter que sur eux-mêmes pour libérer la ville. Éclatés en différents groupes aux sensibilités politiques souvent très éloignées, les maquisards savent que l'union fait la force. Après de longues semaines de rivalité intestine, le colonel Valin de la Vessière parvient à s'imposer. Le militaire prend la tête de tous les éléments des forces françaises de l'intérieur, FFI, et des francs-tireurs et partisans, FTP, qui se sont rassemblés à Blois. Les différents groupes d'insurrection se déploient en rive droite et passent à l'assaut des Allemands qui se replient dans le quartier de Vienne. Les troupes des Hitlerjugend, jeunesse hitlérienne, sont alors l'ultime rempart à la libération de la ville. Tandis que le groupe Marie atteint les abords du pont Jacques-Gabriel, les jeunes nazis font sauter les 3 arches centrales. Une vive fusillade s'ensuit. L'ennemi arrose copieusement les murets et les pilastres de l'évêché, et la statue de Jeanne d'Arc est touchée. Perchés au sommet du clocher de Saint-Saturnin, des tireurs interdisent toute circulation dans la ville basse, entre la Loire et les remparts du château. Les FFI, positionnés à l'abri des parapets du monument, répondent aux semonces, tandis que des habitants érigent des palissades pour se protéger des balles. Afin de galvaniser la population, un haut-parleur est installé sur la façade du 27 rue Porte-Chartraine et diffuse les nouvelles de la France libre, émises depuis la BBC. Le 25 août, la Marseillaise retentit depuis les fenêtres et les balcons à l'annonce de la libération de Paris. Ici, radiodiffusion de la nation française. À Blois, la résistance ne faiblit pas. L'assaut final est donné la nuit du 31 août. Les Allemands mobilisent toutes leurs pièces d'artillerie dans cette ultime offensive, avant d'évacuer le faubourg de Vienne. Au matin du 1er septembre 1944, des drapeaux français sont agités rue de la Belle-Jardinière. Blois est enfin libéré. Les jours qui suivent, les groupes de résistants défilent dans les rues, sous les acclamations de la foule. Si la joie domine, des épisodes de vindicte populaire surviennent également. Rue Denis Papin, la librairie allemande est mise à sac, et les livres sont entassés en pleine rue pour alimenter un autodafé. On prend également pour cible certaines femmes accusées de collaboration horizontale. Comme près de 20 000 Françaises, des Blésoises sont tondues publiquement avant d'être exhibées au regard des passants. L'inquiétude pour les déportés assombrit elle aussi la joie de certaines familles. En Europe et dans le monde, la guerre n'est en effet pas terminée. Il faut attendre l'annonce de la capitulation allemande le 8 mai 1945 pour que les Alliés célèbrent enfin leur victoire. 5 années plus tard, le 3 septembre 1950, la ville de Blois reçoit la Croix de guerre des mains du général Koning. Cette distinction salue l'esprit de résistance, l'audace et le courage de ses habitants et rappelle le lourd tribut payé durant la guerre. À la fin du conflit, on dénombre 230 personnes tuées ou blessées, 103 déportés, 1522 immeubles détruits ou gravement endommagés et quelques 3661 familles sinistrées. Si la reconstruction des quartiers bombardés du centre-ville et du faubourg de Vienne a permis aux Blésois et aux Blésoises de se tourner avec optimisme vers l'avenir, le nouveau projet d'urbanisme n'avait pas vocation à ensevelir le souvenir des 4 années de guerre. À travers ces cicatrices, le nom de ces rues, ses plaques, stèles et monuments, Blois est un livre à ciel ouvert, une mémoire de pierre. Toute l'année, la ville s'emploie à commémorer cette histoire, à valoriser ses témoignages, à sensibiliser le jeune public, afin d'entretenir le précieux flambeau de la mémoire et de le transmettre aux futures générations.